le mensonge, partie numéro 2. Avant de survoler ensemble quelques signes verbaux, non verbaux qui pourraient nous aider à détecter un mensonge éventuel, j'aimerais que l'on s'attarde un instant sur ce qu'il se passe lorsque le menteur amateur ment. Eh bien, il se passe tout d'abord qu'il a pleinement conscience d'altérer la vérité. Et rien que d'en avoir conscience, cela va générer à l'intérieur de lui, et ce bien malgré lui, du stress. Et oui, le stress d'être, entre guillemets, dans l'interdit. Le stress d'être possiblement démasqué. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer au mieux de donner le change. Il va essayer de gérer tant bien que mal ce stress. Mais si le stress devient trop fort, trop envahissant, cela alors va engendrer chez lui des attitudes, des comportements. On va peut-être aussi l'entendre prononcer certains mots qui ne font pas partie de son registre habituel. Autant de signaux d'alerte pour tous ces interlocuteurs qui, légitimement, alors peuvent se dire il y a peut-être anguille sous roche. Avant de parler des mots, on peut déjà parler de la voix, car notre menteur amateur aura du mal à cacher son stress, qui restera forcément palpable dans sa voix. Elle peut trembler, sa gorge va s'assécher, donc il peut être pris d'une quinte de toux. Il peut avoir régulièrement besoin de éclaircir ainsi sa voix. Ça peut aussi être un petit stratagème pour gagner du temps, pour réfléchir à la suite. Mais voilà, ça peut vraiment déclencher chez lui ce genre de choses. Aussi, il peut avoir du mal à contrôler le ton, le volume de sa voix qui peut partir en flèche, alors que ce n'est pas justifié, mais il va commencer à parler comme ça, très très fort, afin de justifier que oui, il a raison, ou alors au contraire, s'il a peur de dire une bêtise, de partir comme ça, très très bas en volume quasi inaudible, encore une fois, c'est à comparer avec ce qu'il a l'habitude de faire. On est à l'affût là de l'incohérence. Un autre élément qui peut être révélateur, c'est le débit de parole, le rythme. Et oui, il peut aussi bien s'emballer avec le stress comme Speedy Gonzales, comme devenir anormalement lent, comme au ralenti, comme si on cherchait à gagner du temps. Et oui, souvenez-vous, notre menteur amateur a du mal à gérer à la fois son corps et ce qu'il a à dire afin de ne surtout pas trahir son mensonge. Afin de rendre sa version de la vérité la plus plausible possible, notre menteur amateur va avoir cette tendance parfois à ajouter une tonne de détails à son histoire. Ça va être du précis. Je vous donne un exemple. À son épouse qui le voit arriver en fin de journée et qui lui dit « Ah, tiens, tu es sorti en retard par rapport à d'habitude du travail aujourd'hui ?» Il répond « Mais alors non, pas du tout, je suis sorti à l'heure habituelle, il devait être 17h, 17h05. Et à peine sorti sur le parking, 17h10, je tombe sur Jean-Claude, figure-toi, et il m'invite à aller boire un verre. Et nous sommes allés boire ce verre au Nouveau Café. Tu sais qui fait l'angle entre boulevard machin truc bidule et la rue machin chouette. Vraiment? Est-ce bien utile autant de détails? La question initiale, c'était est-ce que tu es sorti plus tard que d'habitude du travail? À force d'ajouter autant de détails, ça paraît plus suspect qu'autre chose. Ça ressemble plus à des excuses que de véritables explications. Il peut aussi être tenté de passer du coq à l'âne afin de faire diversion.
Même contexte, même couple. Exemple. Eh bien non, je suis sortie à l'heure habituelle du travail, mais j'ai pensé faire quelques courses avant de rentrer à la maison. Et je suis allée au supermarché. Mais alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le prix des courgettes, il a vraiment augmenté, hein. Non, mais c'est pas grave. Du coup, j'en ai pas acheté. Et tant pis, je vais trouver une autre recette pour ce week-end, hein, une autre recette de gratin. La question initiale, c'était, est-ce que tu es sorti plus en retard que d'habitude du travail? Est-ce bien utile de parler des courgettes? Le stress altérant notre concentration, notre mémoire, il est très probable que la version de notre menteur amateur change au fil du temps. Par exemple, ce ne sera plus Jean-Claude qui l'aura rencontré sur le parking en sortant du travail, mais ce sera Pierre. Ce ne sera plus le café au coin du boulevard Truc et de la rue Machin, mais ce sera plutôt le bistrot en face de la mairie où ils se seront rendus. Ce ne sera plus le prix des courgettes qui aura augmenté, mais plutôt celui des carottes. Autant de signaux d'alerte. Le menteur amateur va vouloir à tout prix insister sur sa bonne foi. Et il va commencer malgré lui à employer certains termes tels que honnêtement, sincèrement, on va se parler franchement, on ne va pas se mentir. Ce que je dis est vrai, c'est la vérité. Je te le promets, je te le jure. On ne va pas tourner autour du pot. D'une manière tellement excessive que ça en devient vraiment suspect. Il est en panique, il a besoin d'un petit peu de temps pour se retourner et réfléchir. Il va donc chercher à faire parler l'autre en lui demandant tout simplement de répéter ce qu'il vient de dire. Pardon, j'ai pas entendu. Pardon, je n'ai pas compris. C'est plutôt astucieux, non? Lorsqu'il y a un décalage, une disproportion entre le langage du corps et ce qui est en train de se dire ou le contexte, il y a matière à se poser des questions. Par exemple, quelqu'un qui se met à faire de grands gestes, qui se met dans une rage folle, ou bien au contraire, qui se met à pleurer à chaudes larmes, qui s'effondre, alors que je viens juste de le féliciter pour sa promotion, c'est plutôt suspect. Un autre exemple, si votre menteur amateur vous dit « Attends-moi, j'arrive dans 5 minutes », vous attendez? Vous avez remarqué? Non, je le refais, hein, c'était discret. Attends-moi, j'arrive dans 5 minutes. Alors qu'il affirme qu'il arrive dans 5 minutes, il fait non de la tête. Son corps le trahit. Et vous risquez à ce moment-là de l'attendre très longtemps. Au niveau du langage corporel pur, le stress faisant son effet, notre menteur amateur peut rougir, se mettre à transpirer de manière très excessive, avoir les mains qui tremblent, avoir les jambes qui flageolent, son rythme cardiaque est en train de s'accélérer, rendant compliqué un petit peu la respiration. Il nous paraît alors essoufflé. Ses yeux peuvent partir un petit peu dans tous les sens, dans un instinct d'autoprotection, hein, et ainsi fuir le regard de l'autre qui lui apparaissent à cet instant T sûrement comme de véritables radars, hein, le regard étant le miroir de l'âme. Il peut chercher ainsi aussi à se protéger en instaurant un espèce de périmètre de sécurité et ainsi prendre un petit peu de distance entre lui et l'interlocuteur, rendant ainsi moins visible son langage corporel. Il peut chercher à s'occuper les mains
faire autre chose tout en feignant de rester attentif à ce que lui dit son interlocuteur. Il peut même se retourner. Souvenez-vous, alors ce fameux couple, hein, l'époux est dans la cuisine, son épouse lui pose des questions, il va se retourner et couper ces fameuses courgettes qu'il n'a pas achetées au supermarché. Ça lui donne un moment de répit. Au niveau de l'expression faciale, par exemple, il va pouvoir se laisser un petit peu aller, ne serait-ce que d'une manière temporaire. Parmi les gestes d'autoprotection, nous allons retrouver le classique « je croise les bras » et donc je me ferme à l'autre, je ne suis plus dans l'accueil, dans l'échange, je me ferme, je me protège. Pour une protection avec consolation, nous avons l'option « je mets les mains sur les épaules comme ceci ». Donc je suis fermée et je me console en même temps. Je me fais un câlin. Je m'auto-console, je m'auto-câline. Dans ce même objectif, nous pouvons avoir des personnes qui, soit assises, soit debout, vont commencer à se balancer comme ceci. De la même manière qu'une maman essaye de consoler son bébé ou de l'apaiser, eh bien ces personnes vont essayer de se consoler elles-mêmes par rapport à ce stress qu'elles vivent intérieurement. On va parler du bas du visage. Lorsqu'on se touche comme ceci, les zones du bas du visage, ça exprime une gêne. On n'est pas à l'aise avec quelque chose. Et quand les mains se rapprochent de la zone de la bouche, comme ceci, eh bien, cela traduit une peur, une crainte de dire quelque chose de regrettable, de dire une bêtise, de s'exprimer. Notre deuxième partie touche à sa fin. J'espère que ce thème vous aura plu, vous aura parlé sûrement, puisque ça concerne un petit peu tout le monde. Si, j'insiste, hein, ça concerne tout le monde. En tout cas, qu'il vous aura diverti, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse au fonctionnement humain, on trouve que certains comportements sont parfois drôles, et c'est ça qui nous unit en clair, et on a besoin d'humour en ces temps un petit peu compliqués, je trouve. Je vous dis à très très bientôt, un grand merci d'être resté jusqu'au bout. Et en attendant, prenez bien soin de vous, de votre entourage, pas trop de mensonges, hein, ok? À bientôt.